Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Nous croyons en un principe fondamental. Les étoiles ne font que briller davantage quand elles se rassemblent. Et autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans les univers captivants de personnes hors du commun. Leur parcours exceptionnel, leur expérience vibrante et leur histoire inspirante sont autant de trésors que je suis ravie de te dévoiler. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets. Car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Aujourd'hui, je reçois Roméo Cornal. Si vous pensiez tout savoir concernant les neurosciences, attendez d'avoir écouté Roméo. Sans langue de bois, ce coach et formateur en neurosciences appliquées vous dit ce que vous devez entendre et pas ce que vous voulez entendre. Dans un monde où chaque mot doit être pesé, Roméo fait le choix de l'authenticité. Il n'est pas là pour plaire, il est là pour être efficace. L'écouter, c'est prendre le risque d'être dérangé, gêné, bouleversé, mais surtout d'avancer. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours, de sa reconversion, de son évolution professionnelle, de ses croyances et de ses accompagnements. Spécialisé dans la gestion des traumas, il nous aidera à comprendre nos mécanismes dysfonctionnels pour enfin pouvoir aller de l'avant. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout curieuse de la vie qui, chaque lundi, t'offre une nouvelle dose d'inspiration. Si toi aussi, tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si tu trouves autant de valeur que moi dans ces discussions, n'hésite pas à partager, commenter et laisser briller 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Bon, maintenant, trêve de bavardage, installe-toi, prends la tasse de ton choix, thé, café, chocolat, comme tu veux, et bonne écoute. Bonjour Roméo. Bonjour, bonjour Tia, bonjour à toutes et à tous. Ça va? Ça va super, j'adore ton introduction. C'est vrai? Ah, j'adore. Ah, trop bien, trop bien. C'est toujours une surprise parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts où on fait l'introduction après parce que ça découle surtout de tout ce qu'on a dit. Mais moi, je fais des petites recherches et en fait, l'introduction, c'est une mise en jambe et je me dis, voilà, qu'est-ce que mon invité m'inspire? Pourquoi je l'ai invité? Et j'ai envie que ce soit aussi une surprise pour lui. Donc, tant mieux si ça te plaît. J'adore. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast pour Avec cette nouvelle plaisir. saison. Et je vais te poser la question qui, au fil des saisons, reste quand même obligatoire. Tu fais plutôt thé ou café? Tout. Café décaféiné. Ok, d'accord. Ok, ça me va. Bon, moi, je vais quand même prendre un café normal, mais je te laisse le choix du décaféiné. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, mais de la manière dont toi, tu aimerais qu'on le fasse? Oh my God. Je suis martiniquais. Déjà à la base, ça c'est bien, fier de mes Ouais. origines. J'ai la chance, l'honneur et le privilège de parler créole. Je suis un touche-à-tout en fait, moi aussi. J'aime, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé en fait ton introduction. Je suis vraiment un touche-à-tout. J'ai 35 vies en une seule. Et finalement, ma vie principale, c'est la formation. Je suis formateur spécialisé en neurosciences appliquées, donc je forme les professionnels de l'accompagnement, de la santé et du bien-être à l'accompagnement neuro-émotionnel que j'ai mis en œuvre. En fait, ça permet d'atteindre les objectifs des patients et de les accompagner 3 à 4 fois plus vite. Et, très important, sans risque de rechute. C'est ça qui est extrêmement important pour moi, sans la rechute. Et voilà, qu'est-ce que je fais encore d'autre? J'ai fait plein de trucs, hein. Je viens du milieu, on s'est connus d'ailleurs dans ce milieu. On s'est connus il y a plus de 20 ans. Oui, oui. C'est énorme. Effectivement, on s'est connus il y a 20 ans dans le milieu des médias, de la communication. À l'époque, j'étais conseiller également au Pôle emploi, donc j'ai bossé au Pôle emploi spectacle. J'ai travaillé dans la production, dans le management, dans la diffusion. Et puis, pendant toutes ces années, finalement, dans le spectacle, j'ai rencontré des gens bizarres, tu sais. On va en parler. Des gens bizarres, mais c'est un vrai laboratoire, en fait, les artistes. Les artistes et les professionnels, même les sides, les techniciens du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel, c'est vraiment un milieu à part. Et c'est vraiment un laboratoire. C'était déjà un laboratoire pour moi. À l'époque, j'avais déjà en activité, en hobby. Figure-toi, on allait au but qu'on veut. Déjà pour moi un hobby d'accompagner, figure-toi, les personnes.
dans le cadre associatif. J'accompagnais des jeunes de 14 à 18 ans. Et puis voilà, j'ai cette passion en fait de l'accompagnement. Je vais te donner un scoop. Je me Vas-y. souviens de ma première écoute. C'est Je me vrai. souviens de la première personne que j'ai écoutée. Je te Et jure que c'était comment? Écoute, je m'en souviens, c'était une expérience gustative très forte parce que c'était la première fois dans ma vie que je mangeais des raisins secs. C'était le jour de la rentrée de ma 2e année de maternelle. Waouh! Et Je tu te souviens de ça? Complètement, complètement. Les raisins secs m'ont Tu... marqué. Mais tu te souviens de quoi exactement? D'une sensation, de vraiment de tous les détails Ah de oui, l'endroit? Ah ouais, Ah d'accord. oui, je me souviens de l'endroit, je me souviens surtout de ce que j'ai entendu. Je suis très auditif, en fait, et je me Ok. souviens de ce petit garçon. Alors malheureusement, je dessine comme un pied droit et j'ai 2 pieds gauches. Euh, et donc du coup, mais si je savais dessiner, j'aurais très bien pu dessiner la tête de cet enfant. Je me souviens pas de son prénom, mais je me souviens de sa vie, de ce qu'il me racontait. Et j'ai trouvé ça marrant, en fait. Hein. J'ai trouvé ça marrant, surtout qu'il me donnait des raisins secs pendant qu'il me parlait, donc j'ai trouvé ça cool. Et figure-toi que depuis, hein, je me souviens de passer les récréations à écouter les copines, à écouter les copains qui me racontaient leur vie. Je trouvais ça marrant. Pour moi, c'était un peu, tu sais, c'était comme suivre des séries aujourd'hui. C'était comme suivre des feuilletons à la télé de l'époque. Enfin voilà. Mais tu vois, j'ai une question justement concernant ce petit Martiniquais qui, pendant les récrés, écoute ses copains. Est-ce que ça t'est venu parce que t'avais vu faire à la maison ou est-ce que c'est quelque chose de totalement inné qui est arrivé comme ça du jour au lendemain et qui finalement t'a accompagné tout au long de ta vie? Alors, ce que j'ai vu faire à la maison, c'est la pédagogie. Je suis issu d'une famille de pédagogues, ils sont tous enseignants. Bon, c'est un vrai virus dans la famille. J'ai voulu y échapper d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis Et, retrouvé. C'est marrant, c'est très marrant. mais je trouve ça excessivement marrant parce que tu voulais pas être professeur, finalement tu écoutes les gens te parler. Donc Complètement, bon, complètement. Et aujourd'hui, je finis formateur en neurosciences. Donc voilà, comme on n'échappe pas à son destin. c'est ça. J'ai grandi d'ailleurs, figure-toi que j'ai atterri au Pôle emploi spectacle précisément pour échapper à l'IUFM, Ok. l'école de formation, l'institut de formation des maîtres. Parce que je vivais ça vraiment comme un échec. Ma sœur, mes frères, mon père, enfin tout le monde dans la famille enseignant, je me dis mais non, je vais pas faire, c'est quoi? Et ben voilà, ça a donné ça. Ben, on va arriver justement à ton cheminement pour arriver à ça. Mais est-ce que petit, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Est-ce que justement le fait d'écouter les autres t'a donné cette idée de ah tiens, je vais peut-être faire un truc en lien avec ça? Ou est-ce que tu étais trop petit? Ou est-ce que c'est avec les années que c'est venu? Ah mais pas du tout, c'est même venu même très tard, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, pour moi c'était à mes récrés, donc c'est pas, voilà. Bon, j'avais l'intention d'être en récréation toute ma vie. Je cherche tout un moyen. Comme tout le monde. Si ça peut te rassurer, tout le monde avait cette idée-là un jour ou l'autre. Et puis bon, la réalité fait que l'âge adulte aussi, tu te dis bon, faut payer les Effectivement. factures. Non, effectivement, effectivement. Mais c'est venu très, très tard parce que ben, c'est venu à l'époque où on s'est connus. J'ai un copain, j'ai des copains qui ont mal tourné, ils sont devenus avocats. J'étais J'ai cru que t'allais me dire un truc genre, je sais pas, ils sont tombés dans la drogue. Je sais pas. Tu sais, en plus, tu sais, le truc, l'image hyper rapide, artiste, forcément, il va me dire que c'est de la drogue, tu vois. effectivement, mais non, ils sont devenus avocats. J'étais Ok. à la fac de droit éco à Schellcher en Martinique, donc voilà, il y en a beaucoup qui sont devenus avocats. Et l'un d'eux me dit, écoute Roméo, franchement, quand il est rentré, quand il a installé son cabinet, il me dit, écoute, non Roméo, tu sais, moi j'ai un psychothérapeute, le mec il roule, il est fan de voitures et il sait qu'en plus j'ai commencé ma carrière dans les voitures. Au départ, je suis commercial, enfin un truc classique. Après le bac, école de commerce, machin, tout ça, enfin un train classique finalement. Et il me sort ça, je dis ouais, bon, ben écoute, ouais, bon, ouais, peut-être. Et puis en fait, ce n'est que vraiment quelques années après que j'ai arrêté d'en faire un side project et que c'est devenu ben, mon activité principale aujourd'hui depuis une dizaine d'années. Je voudrais savoir, on va remonter un petit peu le temps justement à l'époque où on s'est rencontrés. Donc c'était dans une très grosse radio en Martinique. T'étais dans quel état d'esprit à cette période? Est-ce que t'étais déterminé à réussir ta vie? Est-ce que t'étais un peu perdu? Est-ce que voilà, t'étais dans quel état d'esprit à cette époque-là? J'étais dans l'état d'esprit du kiff déjà en fait. Je kiffais, je kiffais. C'est pour ça que Ce qui est d'ailleurs. plutôt pas mal. Oui, c'est bien. J'aime bien. Et figure-toi, je crois que ça n'a pas changé hein, en fait.
Et je le travaille d'ailleurs de plus en plus, le kiff. Non, je kiffais, et je voulais kiffer. J'avais déjà découvert donc le milieu de la radio. Je travaillais déjà dans le milieu du showbiz, comme on dit, de la communication des médias. Donc voilà, pour moi, c'était l'idée de kiffer, c'était l'idée de continuer à kiffer. J'avais pas vraiment de vision long terme. Euh, Aujourd'hui, j'ai des visions, mais très court terme. Donc, donc voilà, en fait, je comprends vraiment. Alors, en plus, maintenant que je suis neuroscientifique, je travaille vraiment. L'essentiel pour moi, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens au quotidien. J'entraîne mon système nerveux à se sentir bien, à se sentir comblé, à se sentir heureux. Et j'ai compris, en fait, que c'est comme ça qu'on crée des expériences de vie heureuses. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, à l'âge où, justement, pour moi aussi, c'est une période, donc, jeune homme, où tu es censé kiffer la vie, profiter de l'instant présent et peut-être pas être comment dire, dans une projection hyper lointaine. On est dans une société, surtout en France, où les adolescents, ceux qui sortent de l'école, ceux qui sont à l'université, on leur demande déjà, OK, vous voulez faire quoi plus tard? Vous voulez faire quoi dans 20 ans, dans 30 ans? Et toi, tu es totalement l'inverse en disant, non, non, moi je kiffais. Moi je kiffais. Ouais. Et en plus, tu dis, aujourd'hui, c'est encore à plus court terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes qui ont cette pression du temps qu'on leur impose dès le plus jeune âge? Toi, tu leur dis quoi à ces jeunes-là? Je leur dis qu'en réalité, on ne s'inquiète pas de savoir ce qu'ils veulent faire vraiment, on s'inquiète de savoir s'ils vont rester dans les rangs, s'ils vont rester dans les clous. Le cœur de mon message, c'est vraiment le déconditionnement. Le cœur, c'est vraiment se libérer de son éducation, parce que neurologiquement, je sais que l'éducation aujourd'hui est un trauma. Et un trauma, ben, ça se guérit, parce que le trauma donne des traumatismes, et le traumatisme le plus finalement prégnant dans nos vies, c'est notre personnalité. Et c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. L'idée, c'est qu'on vit vraiment les fondements, si tu veux, paradigmatiques de la civilisation dans laquelle on évolue. Ben, c'est que il faut filer droit. Il y a un projet. On a un projet pour toi. Tu feras ceci, tu feras cela, tu ressentiras ceci, tu feras ceci à tel moment. Et en fait, on veut s'assurer très très tôt de la docilité. En fait, l'école apprend aux élèves, aux jeunes à être dociles. Fais ce qu'on te dit de faire et tout ira bien. Et Mais moi, je comment on suis... fait pour, Mais comment on fait pour ne pas devenir fou, justement, quand on nous dit, OK, on veut que tu sois docile, que tu rentres dans les rangs. En même temps, aujourd'hui, on dit, non, mais sois toi-même, sois unique, fais ce que tu veux. Comment on fait pour pas devenir fou? Tu vois, tu pointes du doigt alors, je crois qu'en communication, on appelle ça communication paradoxale. La Oui. communication paradoxale. Mais ça sert justement, en fait, à devenir fou, hein. Ça sert justement à se dire, mais je suis tellement occupé, finalement, à réfléchir, à me dire, mais au fait, qu'est-ce qu'on m'a dit que, en fait, on me suggère un comportement et puis je l'ai, quoi. C'est une question de, si tu veux, lâchons le mot de manipulation de masse. Ouais. Bah, ce qui entraîne notamment beaucoup de dépression. J'ai lu, selon une étude menée en 2022 par Opinionway, qui a été relayée par RTL en mai de cette année, donc 2023, que le nombre de salariés ayant connu un burn-out sévère, a triplé par rapport à celui d'avant Covid, atteignant plus de 2,5 millions de personnes en France, uniquement en France. Pourquoi on va de plus en plus mal, selon toi? On va de plus en plus mal parce que justement, on est face à un immense paradoxe. C'est-à-dire qu'on a des messages sociétaux qui sont les mêmes depuis 200, peut-être même beaucoup plus. On va dire, mais disons la révolution industrielle, depuis à peu près 200 ans. Le souci, c'est que à l'extérieur de nous, en fait, on a accès à de plus en plus d'informations. Je veux dire, quelqu'un qui est né en 1800, dans le fin fond du Gers, il entend finalement un discours de toutes les autorités autour de lui, il entend à peu près le même discours. Je veux dire, ce qu'on entend à l'école, c'est ce qu'on entend à l'église, c'est ce qu'on entend à l'usine, c'est ce qu'on entend dans la famille, on entend le même discours. Le souci, c'est que quand tu prends un gamin qui est né dans les années 2000, il est né après Internet, donc il entend 36 versions différentes, 36 interprétations différentes du même discours. Et de notre côté, il y a des autorités fortes qui lui disent non, c'est comme ça que tu dois penser.
Sauf qu'il a des alternatives. Ben, en fait, non. Ben, pourquoi je penserais comme ça? Non, j'ai autre chose à faire. Et c'est pour ça qu'en fait, la pression se fait de plus en plus forte. La pression se fait de plus en plus forte parce que, ne serait-ce que neurologiquement, ben, aujourd'hui, on parle de phénomène de HP. Mais en vrai, il n'y a pas plus de HP qu'avant, il y a moins de normaux-pensants. Parce que l'éducation rend normaux-pensants. Et le problème, c'est que de plus en plus de personnes échappent justement au, au conditionnement socio-éducatif et culturel, ne serait-ce que parce qu'il existe dans le monde 36, 24, puissance 30, autres versions, autres interprétations, et finalement, on a plus la possibilité de choisir finalement son interprétation, sa personnalité, sa philosophie de vie. Justement, ça, on va revenir un petit peu plus tard sur ta philosophie de vie, mais on va revenir justement sur cette notion de burn-out que tu as vécu, Oui, justement. oui, Alors, est-ce que tu peux nous en parler, surtout que ça remonte quand même à un moment, donc tu vis un burn-out à une époque où on ne le nomme pas encore, oui. où on ne sait même pas forcément ce que c'est. Est-ce que, à l'époque, malgré le fait qu'on ne sache pas ce que c'est, t'as trouvé des outils pour en sortir, ou est-ce que c'est vraiment toi et ta force mentale qui ont fait qu'à un moment tu t'es dit, ok, je vais aller mieux et je ne sais pas comment, mais je vais aller mieux. Comment ça s'est passé pour toi? Les deux, mon capitaine, parce qu'en vrai, justement, c'était l'époque où j'envisageais justement de quitter la fonction publique d'État, finalement, pour me consacrer justement à la thérapie. J'ai d'ailleurs fait une première expérience, une première tentative. J'ai ouvert un cabinet. Ça a bien fonctionné, mais un certain nombre de choses font que j'ai dû retourner. J'ai fait plusieurs tentatives comme ça, et effectivement, à un moment, je me disais, mais il y a un truc qui bloque, c'est pas possible. Je me suis rendu compte que ce n'était pas des contingences extérieures qui m'empêchaient de m'installer en tant que thérapeute, en tant que coach, mais que c'était vraiment à l'intérieur de moi. Donc, j'ai vécu effectivement cette période de burn-out. Alors, ce qui est marrant, c'est que les autorités de santé n'ont jamais parlé de burn-out. Il y a eu le psychologue du travail qui a parlé de conflit éthique. Ouais, Waouh, bon, on appelle ça ok. comme ça, un conflit éthique. Ok. Mais Mais pour lui, c'était quoi un conflit éthique en fait? eh bien, le fait que justement mes valeurs ne correspondaient plus avec les valeurs de l'établissement dans lequel je travaillais. Mes D'accord. valeurs ne correspondaient plus aux injonctions, mais aussi aux recommandations que je recevais de mes supérieurs. Et là où Ok. ça a été très douloureux pour moi, c'est que déjà à l'époque, j'enseignais en école supérieure, et je me retrouvais, ça c'est extrêmement difficile, je ne souhaite ça à personne, je me retrouvais en fait à enseigner le soir euh, à mes étudiants de ne pas faire les erreurs que faisaient mes managers. Ah. Et ça, c'est compliqué, très compliqué. J'imagine. Vraiment, c'est-à-dire que le pire de mes élèves n'aurait pas fait le quart des erreurs de management que faisaient mes propres managers. Et du coup, en plus, alors, tu penses bien, on a parlé de docilité, tu as un manager et je viens lui dire, écoute, tu vois, cet ordre que tu as donné là, cette mission que tu nous confies là, elle est, à bien des égards, pour telle raison, c'est un contresens. On va dans le mur. Et il y en a même une qui m'a dit, écoute Roméo, je comprends, je comprends. Il y en a même plusieurs d'ailleurs, qui m'ont confié être d'accord avec moi, mais la direction de l'établissement a décidé d'eux et qu'en fait on se conforme à la direction, à ce que propose la direction de l'établissement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas été le seul à faire un burn-out dans cet établissement, de toute évidence. Mais voilà, le gros drame, il est là. Mais comment on fait pour ne pas devenir fou? À un moment, on devient fou. À un moment, il faut choisir. Il faut quitter un camp parce que sinon, ben voilà, la dernière fois que je suis allé travailler, je suis reparti sur une civière. Ah Ça oui. vaut pas la peine. Ouais, 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 vraiment. Ça vaut pas la peine d'en arriver là. Non. Vraiment. Et donc ça a été vraiment le déclic pour te dire, ok, j'arrête. Ouais, clairement. Ouais, très clairement. C'est là que je me Et suis comment dit, bon. tu sors Et comment tu sors justement de cet état quand tu n'as pas, quand le monde n'a pas encore, le monde qui t'entoure n'a pas encore les outils à te proposer. T'as fait comment toi? Alors, l'immense chance que j'ai eue, et ça vraiment c'est une chance parce que, bon, j'ai rencontré plein de gens, et parmi ces gens, j'ai des personnes qui comme moi, étaient curieux de certaines choses. Et je me souviens d'une collègue avec qui d'ailleurs on a monté une boîte, qui me parle d'un certain docteur Joe Dispenza. Il me dit, écoute, Roméo, Joe Dispenza est à Paris, viens voir ça, machin, tout ça.
et tu verras, ça va te plaire. Et effectivement, là, je rencontre à Paris le docteur Joe Dispenza, et là, les choses commencent vraiment à faire sens. J'avais déjà lu le bouquin qui s'appelle Rompre avec soi-même, puisque c'était Que tu m'as conseillé et que j'ai lu. Merci. bon, c'est une référence vraiment. Et je me suis dit, ok, je vais aller rencontrer ce gars. Et là, je découvre vraiment effectivement les neurosciences. Là, je découvre une autre version des neurosciences parce que en fait, j'avais déjà rencontré, si tu veux, la version peut-être un petit peu plus académique à l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Mais là, je découvre vraiment. D'ailleurs, plus que les neurosciences en soi, il m'a vraiment donné cette passion de la recherche, parce que c'est un chercheur, en fait. Il expérimente, il mesure, et voilà. Et d'ailleurs, 6 mois plus tard, j'étais avec lui à Cancun, et j'ai participé à ses travaux qui sont compilés aujourd'hui dans un bouquin qui s'appelle Becoming Supernatural, devenir super conscient. Et là, effectivement, ma vie a changé. Et puis, en plus, j'ai eu l'immense privilège d'avoir un entretien très court. Les entretiens sont toujours très courts avec Joe. En privé avec lui, mais il m'a retourné le cerveau. Là, j'ai vu la lumière, je peux dire. Avant de rentrer dans justement cet enseignement que tu as commencé à avoir après cette rencontre avec Joe Dispenza, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est les neurosciences appliquées? Alors, les neurosciences, c'est tout simplement l'ensemble des sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Parce que, en fait, notre cerveau ne le voit pas. Il y a un certain nombre de savoirs qui sont très très récents, jusqu'à il y a par exemple très peu de temps, à l'époque où toi et moi on était à l'université, on enseignait encore, par exemple, que les neurones ne se renouvelaient pas. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. On a découvert le facteur neurotrophique. Donc, il y a toute une série en fait de sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau. Comment est-ce que le cerveau met en place un comportement, comment est-ce que le système nerveux, comment est-ce que le corps lui-même met en place un comportement. Et ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle c'est absolument fondamental de connaître, de savoir ça, c'est qu'en réalité, nous ne sommes conscients qu'à 5% de nous-mêmes, en vrai. Ok. Et nos comportements sont mis en place à 95% par notre inconscient et donc par notre système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il est autonome. Donc il fait ce... Alors, quand je dis qu'il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'on lui dit de faire, il fait ce qu'on lui apprend. Encore faut-il savoir lui parler. Mais il y a toujours quelqu'un qui parle au cerveau. Les neurosciences appliquées, c'est ça. Alors moi, c'est appliqué non pas à l'éducation, non pas à plein d'autres choses, parce qu'on peut appliquer les neurosciences à beaucoup de choses, et c'est appliqué chez moi justement à l'accompagnement des personnes, et particulièrement des inscriptions traumatiques. D'accord. Donc, tu décides de te spécialiser après justement cette rencontre avec le docteur Joe Dispenza. T'apprends quoi de lui? Et justement, j'ai vu aussi que tu avais suivi le docteur Bruce Lipton, Greg Braden. T'apprends quoi de ces grandes têtes pensantes? J'apprends que la réalité personnelle est la seule production de notre personnalité. J'apprends que le cerveau ne dirige pas le corps, mais que c'est le corps qui dirige le cerveau. C'est quand même puissant ce que tu dis, parce que là, je pense qu'il y a 99% des gens qui doivent se dire non mais non. C'est vrai qu'il y a une hype en fait autour des neurosciences. On parle de neuromarketing, de neuromachin, de neurotruc, de neurochoses. C'est la hype du moment de mettre neuro devant n'importe quel mot. Mais en fait, c'est comme ça que tu reconnais un touriste d'un vrai neuroscientifique. Le touriste, Moi, je suis touriste. Hein. Moi, je l'avoue, je suis touriste. J'apprends. Mais écoute, j'ai été touriste moi aussi, et c'est la raison pour laquelle justement je diffuse l'information, parce qu'elle est trop peu diffusée. Effectivement, quelqu'un qui est un touriste, qui n'a aucun mal à être un touriste, pense que le cerveau dirige le corps. L'idée, c'est que non, c'est le corps qui dirige le cerveau. Donc, j'ai appris également des sciences nouvelles, dont ma préférée, la neurocardiologie. C'est certainement la science la plus récente dans l'histoire des sciences. Elle date de 1992. La neurocardiologie, c'est extraordinaire. J'ai rencontré d'ailleurs l'Institut HeartMath en Californie, auprès duquel je continue à me former. J'ai appris la biologie moléculaire, puisque le docteur Bruce Lipton est le père finalement de l'épigénétique. Donc j'ai appris l'épigénétique, la biologie moléculaire avec lui. Greg Braden, les trois forment ce qu'on appelle los tres amigos, parce qu'ils sont copains comme cochons tous les trois. Et avec Greg Braden, j'ai appris justement l'application, le parallèle finalement entre des savoirs anciens et des sciences nouvelles. Et finalement, tout cet enseignement a
finalement un objectif, l'émancipation de soi. Tu te souviens, Bob Marley, alors c'est pas une question que je te pose, je sais que tu te souviens, mais Bob Marley dans Redemption Song dit Emancipate yourself from mental slavery, none but Oui. ourselves can free our mind. Et en réalité, je me rends compte que ça, c'est une science. L'émancipation est une science. Et toi, c'est ce que tu as appris. Et justement, comment on réussit à déconstruire tout un cheminement de pensée qu'on nous a inculqué, justement, tu parlais d'éducation, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit notre entourage, depuis des années, et comme, tu vois, l'exemple que tu as donné, comme quoi ce serait le corps qui dirigerait et pas le cerveau, comment on arrive à faire cette déconstruction et à se dire à un moment donné, ok, ben peut-être qu'aujourd'hui, je vais devoir tout réapprendre pour pouvoir finalement vivre pleinement, ben déjà, la personne que je suis, et puis embrasser la vie que je veux. C'est compliqué, ça, quand même. C'est compliqué quand on n'a pas d'information, c'est compliqué quand on n'est pas ouvert, quand on est crispé, parce que malheureusement, très souvent, et on l'a vu avec l'épisode Covid, hein, une grande partie des scientifiques sont crispés sur leurs connaissances. Et, euh, et le souci, c'est qu'il faut bien retenir que la science ne nous dit pas ce dont il faut être certain, la science nous dit ce dont il faut douter. Parce que la science évolue tout le temps. On découvre une preuve scientifique, et comme dit Karl Poppers, une preuve scientifique, c'est une erreur en sursis. Et c'est vrai jusqu'à ce qu'on prouve que ce n'est pas toujours vrai, que ce n'est pas exactement vrai, que ce n'est pas tout le temps vrai, que ce n'est pas du tout vrai. Et en fait, l'idée, c'est que lorsqu'on n'est pas crispé sur ses connaissances, lorsqu'on ne fonde pas son identité sur des certitudes, c'est nettement plus facile, parce qu'autrement, c'est douloureux. L'idée, c'est que, encore une fois, d'enseigner à son système nerveux émotionnellement à avoir le choix. Le choix, et ça c'est la phrase fétiche du Dr Joe, la liberté c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Tu sais, simplement, je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, et un bouquin qui dit « Et si c'était vrai ?» Et du coup, la question à se poser c'est « Et si c'était faux ?» Si ce qu'on m'a appris était faux, si c'était pas exactement ça, s'il y avait une autre façon de voir les choses. Alors, lorsque je dis ça, je ne dis pas d'entrer en conflit, je dis d'élargir son point de vue. Effectivement, à partir de certains points de vue, je vois une situation, j'en ressens quelque chose. Il existe un autre point de vue à partir duquel, c'est autre chose. C'est la fameuse histoire du 6 et du 9 qu'on voit en PNL. Je suis devant un 6, toi tu es devant moi, tu vois un 9. Tu me dis c'est un 9, moi je te dis mais non, c'est un 6. On regarde la même chose. Et aucun point de vue n'en exclut un autre. Et lorsqu'en fait on entre dans cette largeur d'esprit-là, on se dit, bon, ok, je vais élargir ma gamme de points de vue, je vais voir si on peut faire autrement. D'ailleurs, généralement, on se dit ça. C'est plus facile de se le dire quand on commence à souffrir, hein, en fait. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est facile. Quand on se dit, ouais, bon, ça fait mal, ça fait suffisamment mal, je cherche. T'as remarqué que quand les êtres humains souffrent, ils cherchent à arrêter de souffrir, c'est curieux. Je crois que c'est naturel. Tu sais, à un moment, tu te dis, bon, là, ça pique un peu trop. Je vais voir s'il n'y a pas une autre possibilité. Clairement. Et c'est là qu'on ouvre son esprit à une autre possibilité. Mais c'est ce qui m'est arrivé quand tu regardes bien. Je veux dire, il a fallu que je quitte le bureau sur une civière, hein, pour pouvoir me dire, bon, Roméo, là, bouge. Clairement, donc forcément, je sais qu'il faut ça, qu'il faut cette motivation-là, et souvent c'est la douleur qui nous motive, qui nous fait bouger. Mais l'idée, c'est ça. Il existe, Dieu merci, des outils, des démarches, des techniques qui en plus ne sont pas difficiles du tout. Par contre, elles peuvent être inconfortables. Elles peuvent être très inconfortables. Justement, c'est inconfortable déjà de se dire que on vit quelque chose, mais que derrière... en fait, ce qui est inconfortable, selon moi, c'est de vivre sereinement dans l'incertitude que c'est peut-être faux. Absolument. Tu vois? Il y a déjà ça, mais tu sais, il y a un gros inconfort, justement, en dessous de cette incertitude. C'est justement le trauma éducatif. C'est tout simplement ce qu'on appelle la blessure narcissique. Qu'est-ce que la blessure narcissique? On a tous la blessure narcissique. Il n'y a pas que nos PM préférés qui ont cette blessure narcissique. La blessure narcissique, c'est la peur de mourir par manque d'attention. Il se trouve que les êtres humains sont totalement psychiquement autonomes, parce qu'un être humain est fini à la naissance, il est fini à l'incarnation d'ailleurs. Mais physiologiquement, un être humain est totalement dépendant. Je veux dire, aucun bébé ne s'en sort seul.
Le cerveau, le système, le corps d'un bébé n'est pas fini. La maturité cérébrale, on la fixe à 22 ans. C'est très tard. Donc, entre-temps, il faut que le cerveau se développe biologiquement, mais aussi du point de vue logiciel. Il y a le hardware qui se développe, et il y a le software également qui se développe. Et pour ça, il faut des interactions. Donc, un enfant a absolument besoin d'interactions pour sa survie biologique. Et le cerveau, il ne sert qu'à ça, la survie biologique. Le rôle du cerveau n'est pas qu'on soit heureux, le rôle du cerveau n'est pas qu'on soit en bonne santé, ça c'est notre job à nous. Son job à lui, c'est qu'on soit vivant. Et manifestement, il le fait bien, puisqu'il me semble que nous tous là sommes vivants. C'est plutôt pas mal. Les premières années, pour justement vivre, un enfant a surtout besoin d'attention. Je ne sais pas si tu es au courant, mais un enfant sur qui tu ne poses aucun regard pendant 48 heures, indépendamment de son système, de son état de santé, eh bien, il est mort. Il est mort cliniquement. Après, ça ne se fait pas, mis à part dans certains orphelinats ou dans les camps nazis. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a su. Je veux dire, on ne passe pas, un bébé ne passe pas 48 heures sans avoir quelqu'un qui échange avec lui. Et donc, du coup, cette interaction, cette attention, c'est la ressource première vitale d'un corps humain pour s'épanouir, pour grandir et surtout pour survivre. Il se trouve que dans notre civilisation, cette attention n'est ni gratuite ni inconditionnelle. Alors, généralement, quand je dis ça, quand on entend ce truc-là pour la première fois, ça pique. Surtout pour les personnes qui ont des enfants. Ils vont me dire, mais moi, j'adore mes enfants, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, oui. Je sais. Et nous tous, on a eu des parents, normalement, et effectivement, on se dit, oui, mais tant pour nos parents que pour nous, l'attention que l'on accorde à nos enfants n'est ni gratuite, ni inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, ce que j'appelle un deal éducatif. Le contrat, c'est quoi? Le contrat, c'est ce que les psychologues appellent des drivers. Nous, on les appelle des messages contraignants. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. C'est-à-dire que ce sont des injonctions comportementales. On doit se comporter d'une certaine façon si on veut l'attention, si on veut recevoir l'attention des autorités parentales, des autorités sociales, des autorités commerciales. Mais jusqu'à présent, c'est le cas. Hein. Les effets de mode, ça fait pareil. Et si on ne montre pas ce comportement-là, eh bien, on est puni. C'est le deal même de l'éducation. File dans ta chambre, je ne veux plus te voir. Donc, trahison, rejet, abandon, humiliation et justice. Et ça, ce sont la coercition, les punitions qui sont mises en œuvre si un enfant ne se comporte pas comme on attend de lui. Le problème, c'est qu'on a dit tout à l'heure que dès son incarnation, il est déjà fini. Il a déjà sa personnalité, il a déjà sa singularité. Et l'éducation va finalement l'amener à développer une personnalité, un personnage qui est plus ou moins éloigné à sa singularité, à son authenticité, plus ou moins éloigné de qui il serait devenu. L'un de mes mentors m'a posé la question un jour, c'était feu le docteur Wayne Dyer. Qui serais-tu si on ne t'avait pas dit ce que tu devais faire? Oh, waouh, j'adore cette question. C'est dur. Très. Mais comment tu sais ça? Mais tu sais pas en fait. Tu sais pas. C'est le chemin, j'ai envie de te dire, c'est le chemin de toute une vie pour la plupart d'entre nous. C'est le chemin de... C'est ce qu'on est appelé finalement à devenir qui on serait devenu si on ne nous avait pas exigé un comportement particulier. Il y a un truc sur ton site qui me fait penser à ça d'ailleurs. Sur ton site, la première chose qu'on voit, c'est on ne devient pas, on se souvient qu'on est. Et tu sais, en voyant cette phrase, je me suis dit, alors déjà elle est puissante, déjà. Je me suis dit, ouais, pas mal. Mais derrière, moi, la réflexion, en lisant ça, c'est, mais est-ce que c'est valable pour tout le monde? Par exemple, est-ce qu'un serial killer, au fond, a toujours été un serial killer? Ou est-ce que non, c'est justement la vie, ce qui l'a entouré, qui a fait qu'il est devenu ça? Et est-ce que ça sous-entend que l'on ne peut pas changer fondamentalement de ce qu'on est, justement, enfant? C'est la question du coup, c'est ce qu'on est ou ce qu'on fait. Deepak Chopra te dira que nul n'est ce qu'il fait. Certainement que le serial killer, justement, il cherche qui il est. Il cherche à être qui il est. Je veux dire, poser des actes, c'est révélateur d'une personnalité, mais c'est certainement pas d'une identité. Parce que quand je trouve qui je suis vraiment, je n'ai aucunement besoin que l'autre, justement, modifie son comportement. Le principe d'un serial killer, c'est que pour qu'il soit en vie, il faut que l'autre soit mort.
Donc finalement, sa vie dépend de l'autre. Il est donc en posture victimaire. Mais quand tu regardes bien, mais quel être humain n'a pas eu un jour cette posture victimaire? Si, pour que je sois bien, mais regarde même le parent, c'est pareil. Pour que je sois bien, il faut que mon fils, que ma fille fasse comme ça, il faut pas qu'elle fasse ci. Ouais, mais si l'enfant ne veut pas faire ça. L'idée est là, c'est-à-dire que un être réalisé vit véritablement ce qu'on appelle le respect. Je suis qui je suis, je serai qui je serai, ça ne dépend que moi, je suis autonome. Et finalement, tu as également le droit d'être qui tu es. Ce n'est pas parce que on est enseignant de père en fils que toi tu le seras. Ah, c'est marrant comme exemple. C'est très marrant comme ça. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis épanoui dans plein de choses. Et l'idée, c'est encore une fois, rien de ce qu'on fait n'est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Aujourd'hui, je ne suis pas formateur parce que je suis issu d'une famille de formateurs. Je suis formateur parce que je l'ai choisi. Et j'ai pu m'épanouir dans toute autre chose. D'ailleurs, j'ai aussi d'autres métiers jusqu'à présent, donc je fais aussi plein d'autres choses. Mais l'idée, c'est ça, le choix, la véritable... et je le dis si précisément, je suppose que dans ta communauté, il y a des personnes qui se posent des questions, qui ressentent un certain inconfort dans certains domaines de leur vie, même si elles pourraient être extérieurement comblées. Je veux dire, et je l'ai vécu cet état-là aussi, c'est assez compliqué à vivre, hein, d'ailleurs. Se dire que, ben écoute, j'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. Ouais. Je crois que c'est encore plus difficile que quand tu es profondément malheureux, parce qu'au moins tu sais. Mais là, tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Absolument. Absolument. Et ça, pour le coup, l'histoire de la dépression, là, c'est assez violent. D'ailleurs, pour les personnes qui seraient en dépression, je vous annonce une bonne nouvelle. Oui. Une dépression, on n'est pas censé être en dépression. Allez, on va être très large. Très, très large. Parce qu'il ne faut pas trop choquer les esprits. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai plutôt tendance à choquer. Ici, tu peux. Ici, tu peux. T'as vu dans l'intro, j'ai dit que voilà. Bon, ici, tu peux. Ah, très bien, très bien. Biologiquement, on n'est pas censé être en dépression plus d'un mois. Okay. Voilà, comme ça c'est dit. À l'âge adulte, la dépression n'est jamais causée par l'événement qui la déclenche. Je répète. À l'âge adulte, Oui. j'ai vu ta surprise, mais je répète. À l'âge adulte, la dépression n'est jamais causée par l'événement qui la déclenche. C'est juste l'élément, c'est limite la petite goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà trop plein. Complètement, complètement. Alors, D'accord. ça pour le coup, il y a un autre bouquin que je te recommande, je sais pas si on en avait parlé, le bouquin qui s'appelle Le bonheur d'être soi. Alors, rien qu'un titre Ok. comme ça vaut le coup. Le bonheur d'être Ouais. soi, c'est Moussa Nabati, prix psychologie d'ailleurs 2007, pour ses travaux justement sur la dépression infantile précoce. À l'âge adulte, la cause de la dépression est toujours la dépression infantile précoce. Lorsque la résurgence de la dépression infantile précoce non résolue. D'accord? Parce que cette dépression infantile précoce est la conséquence de la blessure narcissique dont on parlait tout à l'heure. La peur de mourir par un manque d'attention. Encore une fois, cette peur de mourir, elle est légitime dans les premières années. Parce que, en fait, encore une fois, si l'enfant ne reçoit pas d'attention des personnes autour de lui, il va mourir. Et ça, le cerveau, il est au courant, il est câblé pour ça. Et c'est pour ça qu'il va développer une dépression infantile précoce, c'est-à-dire une compulsion comportementale à capter l'attention, à garder l'attention et à ne pas perdre l'attention de l'autre, parce que c'est vital pour lui. Sauf que c'est censé disparaître à l'adolescence. La fameuse crise d'adolescence. C'est censé disparaître cette compulsion-là. Ouais, je fais comme je veux. Si t'es content, t'es pas content. Voilà. Ben voilà. Mais c'est la raison pour laquelle on met autant de pression sur les adolescents. Quand tu regardes bien, les autorités qui nous entourent sont les autorités parentales, les autorités sociales, les autorités religieuses, les autorités académiques, les autorités médiatiques, les autorités commerciales. Et comme on est dans une civilisation très prométhéenne, les autorités masculines. Mais regarde bien que l'essentiel des produits d'entertainment concerne justement les ados et les jeunes adultes. Parce que c'est pour ça, en fait, c'est pour ces gens-là, c'est pour qu'ils retournent dans le modèle qu'on veut bien leur donner et qu'ils y restent. C'est pour ça que, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais à partir de 40 ans, j'ai eu l'impression que rien n'était plus intéressant. Je veux dire, le cinéma, la télé, les machins, la télé. Ouais, parce que c'est pas pour nous, les gars. C'est
pas pour nous, c'est pour les ados et les jeunes, c'est pas pour nous, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Et l'idée, c'est que la phase d'adolescence, qui est une phase, qui est une occasion d'individuation, hein, pour reprendre un terme de Carl Gustav Jung, c'est une période où justement la contrainte sociale se fait de plus en plus forte pour que l'enfant, l'adolescent, retrouve, reste dans le droit chemin. Et il y a les écoles pour ça, il y a le travail pour ça, et les entreprises pour ça. Reste dans le droit chemin, reste dans ce qu'on attend de toi, sinon tu seras puni. Mais le truc, alors, moi je rebondis sur. T'as dit, normalement ça dure un mois, Oui, maxi, grand max. oui. Comment se fait-il qu'il y ait des adultes qui soient dans des phases de dépression très longues? Parce que, justement, il y a très peu d'adultes qui savent que la cause de la dépression n'est pas son déclencheur. D'ailleurs, c'est pas vrai que pour la dépression, que pour la dépression. Je te donne cette autre punchline là, mais il faut l'écrire en grand celle-là. D'accord. Le problème ne se pose jamais à l'endroit où il se manifeste. Il ne Ok. se manifeste jamais à l'endroit où il se pose. Donc, imagine que, je sais pas, tu as un chagrin d'amour, un gros poil, comme on dit chez nous. Imagine que tu aies un deuil, la perte d'un emploi, la perte d'un proche, un drame dans ta vie. Ça peut déclencher effectivement une dépression chez toi. Mais si tu te concentres sur cet événement, sur cette expérience-là, tu ne trouveras jamais finalement la cause. Si tu sais à la base que si tu es en dépression, c'est parce qu'il y a une résurgence de ta dépression infantile précoce, on va direct dedans. Mais attends, aujourd'hui, clairement, même moi, c'est réglé. Mais c'est réglé. Mais tu vois, par rapport à ça, je sais pas si toi t'en as entendu parler, mais de plus en plus de personnes qui sont notamment dans le développement personnel ont cette pensée que pendant très longtemps, justement, on disait que les problèmes étaient certainement liés à l'enfance et que si on voulait guérir, il fallait creuser. Et il y a cette nouvelle pensée qui dit qu'il faut arrêter de vouloir à chaque fois trouver des excuses dans l'enfance et puis surtout arrêter de vouloir replonger dans ces traumas-là parce que des fois, finalement, on ne fait que les augmenter. Et toi, tu nous dis, bah non, faut y aller, les régler. Donc, et on fait quoi? Il faut y aller, mais pas dans les événements. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, en fait. Ok. Parce qu'un événement n'est pas une expérience. C'est pas la question de ce qui a été fait, c'est la question de ce qui a été vécu. Comment l'enfant l'a vécu. Je prends un exemple simple. Un trauma sexuel qu'on a à peu près tous vécu, surtout les gens de notre génération. Fais bisous à tata, fais bisous à papy. Il se trouve que l'enfant, 4 ans, pour X raisons, il veut pas faire un bisou à tonton, il veut pas faire bisou à papy. Et il fait bisou à papy. Et il va vivre en fait quelque chose qui est de l'ordre finalement du dégoût, pour X raisons. Peut-être que l'enfant a peur. J'ai un accompagné qui me disait, qui lui est thérapeute en plus, hein, qui me disait qu'en fait, on lui a fait le coup, et il se souvient très bien, il a été hyper marqué par ça, il a 50 ans déjà le gars, hein. Il a été marqué par ça, il avait peur de sa tante, parce que sa tante était grande, alors elle était très belle, elle avait une très forte poitrine, et elle avait tendance justement à mettre des rouges à lèvres bien pétants. Et en fait, sa tante lui faisait peur, tout simplement, alors Ok. que c'était une femme extrêmement belle. Et sa mère lui a fait le coup, sa sœur, hein, lui dit bonjour à Tata, et il a été complètement saisi par ça, il a été traumatisé par ça. Pourquoi? Parce que le trauma n'est pas l'événement, le trauma n'est même pas l'expérience. Le trauma, c'est la répression de la charge émotionnelle. Lorsque tu forces l'enfant à avoir un rapport endroit du corps où il y a le plus de capteurs de toucher, donc l'enfant, il fait un bisou sur la joue de Tata qui est magnifique, hein, qui est en plus une femme très gentille. Mais l'enfant, lui, il vit une situation de peur parce qu'il a peur du rouge à lèvres de Tata. Mais cette peur, il n'a pas le droit de l'extérioriser. Donc, il garde sa peur pour lui. Il se fait ce qu'on appelle une inscription traumatique. Et cet homme me racontait qu'il a eu des problèmes, mais toute sa vie, jusqu'à ce qu'il entende ce discours-là et qu'il se fasse accompagner, il a eu des problèmes toute sa vie avec les maîtresses, les copines, les voisines, les belles-mamans, et les supérieurs et les collègues, femmes, forte poitrine, ou rouge à lèvres bien pétant, bien carmin, tu sais, Ouais. le rouge bien Ferrari, là. Ouais. Euh, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et le souci, c'est que en fait, ça vient tout simplement de là. Mais ça ne vient pas de l'événement lui-même, ça vient du fait qu'il a vécu quelque chose, il a vécu une situation
dans l'obsession, il l'a vécu comme étant sans solution, et il l'a vécu dans la solitude. Il se sent seul, le gamin, à 4 ans, devant un rouge à lèvres qui lui fait peur. Mais tu penses bien que quand un gamin a peur d'un rouge à lèvres, on lui dit, mais attends, alors déjà, il ne sait pas forcément qu'il a peur du rouge à lèvres, il n'a pas forcément le droit non plus de le dire, et n'importe qui trouverait ça. D'ailleurs, je raconte l'histoire, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit ça, qui disent, ouais, bon, bah, enfin, ouais, les gamins, bon, un rouge à lèvres, quoi. Ben oui, un rouge à lèvres. Dans la tête d'un enfant, un rouge à lèvres, ça peut être hyper effrayant. Et ça a des conséquences, justement, parce que l'inscription traumatique n'est pas l'événement, c'est le fait que ce qu'il a ressenti, la peur qu'il a ressentie à ce moment-là, il n'a pas pu l'extérioriser. Et donc, il y a eu des conséquences sur sa neurochimie, il y a eu des conséquences sur sa personnalité, il y a eu des conséquences sur la façon qu'il a d'interpréter le monde, et finalement, il s'est traîné un trauma sexuel bien comme il faut. Et je parle bien d'un trauma sexuel, hein, parce qu'on parle d'un bisou, même sur la joue. C'est pour ça qu'on n'embrasse pas tout le monde. Hein. C'est déjà dans la sphère de la sexualité. N'importe qui n'embrasse pas n'importe qui. On est OK? Et donc, l'idée, c'est ça. Et il se retrouve avec des problèmes hyper récurrents toute sa vie, simplement parce qu'il n'a pas résolu, finalement, d'ailleurs, il n'en a pas conscience. Il n'a pas résolu, justement, ce trauma-là. Mais le jour où c'est résolu, et c'est fini. Mais il ne faut pas 3 ans pour résoudre ça. Il faut seulement savoir. Ouais, donc comme tu dis, en fait, c'est pas l'événement en soi, mais c'est plutôt l'émotion qu'on n'a pas su verbaliser, qu'il faut pouvoir trouver et travailler. Absolument, extérioriser. C'est pour ça qu'il intéressant. Il faut le revivre. Hein. Il faut la revivre, l'émotion. Pour l'extérioriser, il faut la revivre, en fait. Et toi, tu arrives justement à aller trouver ce moment-là, mais à déceler l'émotion qui n'a pas su sortir. Complètement, complètement. J'ai mis au point un outil qui s'appelle la GLITS. Alors, c'est un acronyme, la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes, qui permet, mais en une séance, en une séance courte, hein, bon, mes étudiants le font en 45 minutes, moi, tu penses bien, je le fais en 20 minutes, de trouver le trauma racine, en fait. On le trouve, ouais. Mais l'idée, c'est que là où cet outil est très particulier, c'est justement, il demande de ne pas raisonner. Parce qu'un système nerveux ne raisonne pas à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il est assez difficile. Mais je crois que je pourrais jamais faire ça. Alors, je fais partie des gens de mon entourage qui réfléchit trop et j'essaye de trouver une raison à tout, mais vraiment à tout. Donc je me dis, bah, ça peut pas fonctionner sur moi. C'est pour ça que la formation est aussi difficile. En tout cas, la sélection est difficile. La certification est très difficile. Et je tiens à ce qu'elle le soit. Et si ça se trouve, elle l'est de plus en plus. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réussir à 100% pour être certifié. Beaucoup de gens sont formés. Pas tout le monde a la certification du premier coup. Il y en a qui arrivent au bout de la 3e fois. Surtout quand on est thérapeute, justement, et qu'on a des approches cognitives et comportementales. Et là, on a un outil qui dit non, ne raisonne pas. Réagit, associe comme un système nerveux le fait. Parce qu'encore une fois, il faut bien le comprendre. Un système nerveux à ce niveau-là ne raisonne pas. Il associe. Le du rouge à lèvres est associé à la peur que j'ai ressentie à 4 ans. La silhouette, donc la poitrine imposante en l'occurrence, est associée à la peur que j'ai ressentie il y a 4 ans. Donc à chaque fois que le système nerveux se retrouve exposé à une de ces informations-là, il génère automatiquement une réponse de stress. Automatiquement. Ouais. Je trouve ça super intéressant et ça me fait penser à une conversation que j'avais eue avec une connaissance qui, elle, avait réussi, alors par un accompagnement, pas toute seule, mais qui avait réussi à comprendre que toutes ces phases de stress, en fait, elle était anorexique et boulimique. Et en fait, toutes ces phases de stress déclenchaient justement une phase de boulimie et derrière une phase d'anorexie. Et en fait, au début, elle comprenait pas parce que, par exemple, pendant des années, elle a pu arrêter et elle se disait, c'est bon, je suis guérie, jusqu'au jour où, après des années, c'est revenu. Et c'est là où elle s'est dit, mais je comprends pas dans ma vie. Tu sais, on parlait tout à l'heure quand tout va bien, tout va bien. Et en fait, elle était dans une grosse phase de stress, mais pour elle, c'était du stress positif parce qu'elle était en pleine création d'entreprise. Donc, c'était pas les traumas qu'elle avait vécus avant. Et c'est pour ça qu'elle comprenait pas. Et c'est en étant accompagnée qu'on lui a dit, mais non, on analyse, on regarde. Et effectivement, en une séance, son thérapeute a pu lui montrer que, oui, mais là, t'avais vécu ça, là, t'as vécu ça, là, t'as vécu ça. Et regarde, le truc récurrent, c'est qu'à chaque fois, c'est du stress différent, mais c'est une phase de stress qui, derrière, engendre ça. Oui, absolument. Et c'est hyper intéressant l'exemple que tu donnes parce que finalement, je me suis rendu compte d'un truc. Tu sais, j'accompagne aussi les thérapeutes dans leur phase justement d'installation.
et dans leur rapport à l'argent. D'ailleurs, prochainement à Paris, je donne une formation sur l'intelligence financière, le thérapeute prospère, l'approche neuroscientifique de l'intelligence financière. Et pour le coup, ça m'est arrivé également à moi aussi. L'idée, c'est qu'en fait, on n'a pas l'habitude de fonctionner quand tout va bien. On ne sait pas le faire. On se laisse porter? Mais on connaît pas ça. C'est résoudre des problèmes, puisqu'on a dû résoudre des problèmes tout le temps. Et finalement, lorsque tu exposes le système nerveux à quelque chose de trop lisse, de trop cool, de trop facile, ben en fait, il se met en panique. Il se met complètement en panique. Je l'ai vécu très, très récemment lors de mon expatriation à Dubaï. C'est vraiment, je l'ai vécu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et en fait, l'idée, c'est que, tu sais, rien que les démarches administratives, c'est tellement fluide, c'est tellement... Enfin voilà, tu passes jamais 15 minutes dans une administration. Bon, moi qui ai vécu dans l'administration, je peux te dire que En plus en France? en France, très très nouveau pour moi. Et en fait, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Prends quelqu'un, par exemple, qui, 40 années de sa vie, a eu des problèmes d'argent. Tout d'un coup, et c'est la raison pour laquelle les 80% des gagnants au loto perdent tout ce qu'ils ont gagné indépendamment de la somme au bout de 8 mois. Parce que le système n'est pas habitué à ça. Je suis pas habitué. Alors, il y a les histoires de thermostat financier, mais je suis habitué à dealer avec des problèmes financiers. Et finalement, je crée une personnalité. Tu sais, la personnalité ou du héros ou de la victime. Mais c'est la même chose. Hein, c'est les deux faces de la même pièce. Le gars qui s'en sort toujours. Le gars qui, malgré tout, vous ne mourrez pas. Même tel problème, voilà. Il y a des gens qui mettent finalement leur fierté sur leur capacité à résoudre des problèmes. Le souci, c'est que le jour où tu n'as plus de problème, tu fais comment? Ton système ne sait pas faire. Ton système ne sait pas faire du tout. Et quand ton système ne sait pas faire, il flippe, puisqu'il est fait pour ça. Il stresse. L'inconnu est stressant pour un cerveau. Et si tu n'as jamais connu l'absence de problème, le jour où tu n'as plus de problème, là, tu stresses. Les histoires de couple sont aussi beaucoup basées dessus. Mais tu vois, en parlant de ça, je me rappelle, il y a quelques années, je faisais la remarque à mon mari en lui disant, parce qu'à l'époque, beaucoup de nos proches en couple vivaient des trucs pas cool, tu vois, et nous, ça allait bien. Mais nous, ça allait super bien. Et donc, je lui disais, c'est pas normal. Je lui disais, c'est pas normal. C'est bizarre. Il y a un truc, il va se passer un truc. Il va se passer un truc, tu vois. Et ça rebondit un peu sur ce que tu dis, tu vois. Ça va tellement bien que tu te dis, non, c'est pas normal. Il va se passer un truc. Voilà. Ouais, il laisse pas traîner ses chaussettes, il referme les bouteilles, il ferme les placards, il est propre. Non, écoute, mais comment on fait pour nos scènes de ménage? Arrête, t'es trop parfait, mon père. Depuis, il m'a montré qu'il n'était pas parfait. Mais sur le coup, mais c'est vrai que sur le coup, c'est quand même bizarre de penser comme ça. Tu sais, de se dire, tout va bien, mais ça va pas. Il y a un truc qui cloche. C'est quand même bizarre, ça. C'est bizarre de le penser, mais ce n'est pas bizarre de le vivre. C'est complètement naturel. C'est mécanique, en fait. Du point de vue neurologique, c'est complètement mécanique. Alors, je suis à fond en ce moment dans la loi d'attraction. Et justement, ces systèmes de pensée que l'on crée en se disant, non, ça va bien, mais derrière, au fond, non, ça va pas. Est-ce que toi, tu penses que justement, on arrive à se créer des problèmes parce que on est dans ce système de pensée? Avec des problèmes, ça veut dire que je suis vivant. Comprends bien, le système, ton cerveau, il te maintient en vie, là. Ça fait 40 ans que ça dure. Donc, l'objectif de ton cerveau, c'est que tu sois vivante aujourd'hui. Donc, comment est-ce que je fais pour que tu sois vivante aujourd'hui? Je fais comme hier. Mais ton cerveau doit aussi te maintenir vivante demain. Donc, comment est-ce qu'on fera pour être vivant demain? On fait comme aujourd'hui. Donc, c'est une machine homéostatique. Donc, tu vois que biologiquement, c'est complètement normal, hein, en vrai. Comment est-ce que tu fais pour précisément sortir de ça? C'est-à-dire que, et puisque tu parles de loi d'attraction, alors moi je préfère parler de manifestation, parce que en réalité, le cœur finalement de la démarche, c'est d'enseigner à son système nerveux le sentiment de sécurité face à l'expérience nouvelle. Parce que tant que ton système nerveux ne sera pas sécure face à cette expérience nouvelle, tu n'y arriveras jamais. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Écoute, je prends un exemple assez marquant, mais au moins il sera très simple. Tu vois, j'ai rencontré il y a quelques années
une femme qui me dit, écoute Roméo, j'ai tout essayé, mais vraiment tout, hein. Ça fait 15 ans que j'essaie d'avoir un enfant, machin. Elle a fait les PMA, les machins, les trucs, les choses. Elle m'a même avoué, c'était en Guyane, elle m'a même avoué qu'elle a fait sorcellerie, machin, les sorciers, les Indiens, ça n'a rien à voir, les machins, les Ah trucs. oui, Et tout. tout, elle a tout fait. Ok. Elle a vraiment tout fait. Rien ne se passe. Et en fait, dans une séance, je lui ai dit, mais écoute, si tu n'as pas d'enfant, c'est que tu n'en veux pas. Ah mais non, Roméo, tu vois bien que j'en veux. Bon, alors je vais te dire les choses autrement. Si tu n'as pas d'enfant, c'est que ton corps n'en veut pas. Mais pourquoi mon corps n'en veut pas? Mais oui, je veux. Ton corps n'en veut pas, pourquoi? Et on a trouvé en fait un truc, on a retrouvé le trauma racine justement. C'est d'ailleurs cette expérience qui m'a inspiré la GLITS dont je te parlais tout à l'heure, la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes. Il se trouve qu'à l'âge de 14 ans, c'était en plus son premier bisou. Son premier copain, en fait, est décédé, malheureusement. Donc tu imagines le drame, hein, c'est toujours un drame quand un enfant de 14 ans disparaît comme ça. Le jour de l'enterrement de l'enfant, la mère de cet enfant, tellement affectée, en perd l'usage de ses jambes. C'est-à-dire que effectivement, on peut, tu sais, quand tu es sous une émotion très forte, ton corps peut lâcher. Et comme c'était une femme forte, il fallait 2 voire 4 personnes pour maintenir cette femme. Et devant une telle détresse, elle s'est fait ce qu'on appelle un vœu. Elle s'est dit, mais jamais je ne voudrais que ça m'arrive. Waouh. Et donc l'idée, c'est que donc elle a construit ça. Après, c'est marquant, hein, jamais. Et je peux comprendre, hein, personne n'a envie d'enterrer son fils. C'est clair. Surtout quand tu vois une mère effondrée, pour le coup physiquement effondrée comme ça, tu te dis, mon Dieu, mais jamais je ne voudrais que ça m'arrive. Sauf que quelle est la certitude que tu peux avoir de n'avoir jamais enterré ton fils? C'est de ne pas en avoir. Waouh. Ah ouais, c'est puissant. Il se trouve que 4 mois après, elle était enceinte. Elle a Waouh. rencontré d'ailleurs un homme et effectivement, elle était enceinte. Alors, il se trouve que, en plus, l'enfant est magnifique. Tu sais, j'ai remarqué que les enfants qui naissent après des accompagnements comme ça sont toujours très beaux. Ils sont magnifiques, les enfants. C'est un truc de fou. Mais vraiment. Mais vraiment. Donc, tu vois l'idée? Tant Ouais. que ton corps est stressé à l'idée de, ben, ça ne passe pas. Alors, bien évidemment, quand je te raconte cette histoire-là, la machine fonctionne, hein. Elle a vu tous les gynécos Oui. du monde, mais t'as aucun problème, hein. Les hormones, les machins, pas d'endométriose, pas de trucs, pas de sécheresse, pas de rien, tout va bien. Pas de vaginisme, tout va bien. La machine est au top. Sauf que elle ne travaille pas. Parce que le cerveau dit non, je ne vais pas faire ça. On m'a dit de m'assurer que jamais je n'enterrerai mon fils. Donc, je m'assure de ne pas enterrer mon fils. Donc, je n'en fais pas. Ouais. Et je pense que c'est tellement puissant que elle aurait pu tout essayer, que cette volonté était trop Clairement, puissante en fait. très clairement, très clairement. On ne force jamais un système nerveux. Jamais. Il ne le fera pas. S'il te dit non, il a dit non. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout enseigner à un système nerveux. On ne Il le faut force, savoir le faire. il faut savoir en faire. Il faut déjà le libérer de ses inscriptions traumatiques et lui enseigner. Et encore une fois, pour répondre à ta question de tout à l'heure, on enseigne émotionnellement. Je m'entraîne à ressentir, c'est ça en fait, tu verras sur tes pratiques de manifestation. Je m'entraîne à ressentir une émotion agréable, un sentiment de sécurité. Je m'entraîne à ressentir de la cohérence de la sécurité, avec de la joie, de l'amour, de tout ce que tu veux, des émotions agréables, parce que les émotions, c'est une neurochimie particulière. Si j'arrive à associer à un projet, en fait, un shoot dopaminergique dans mon corps, ce projet, je vais le réussir à coup sûr. À coup sûr. Parce que mon corps va aller chercher sa dopamine. Ça Ouais. fonctionne par addiction. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait la préparation mentale des sportifs de haut niveau. Quand Usain Bolt, en fait, se met devant une piste, il va chercher, son corps va chercher son shoot de dopamine. Et le shoot de dopamine, il est ancré dans le geste d'ancrage, le fameux dab. Mais en fait, pour faire le dab, il faut gagner. C'est ça. Donc, donc le corps met en place tout ce dont il dispose pour justement pouvoir. Le corps ne va pas chercher la victoire, le corps va chercher le shoot de dopamine. Et le shoot de Mais dopamine, c'est dans le dab. Mais c'est super intéressant parce que des fois, on se focalise sur le résultat alors que finalement, c'est l'émotion qu'on va chercher. C'est toujours l'émotion. Les êtres humains ne sont pas venus pour vivre des événements. Un événement, rien de ce qui se passe n'est important. Rien de ce qu'on vit n'est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Si j'entraîne mon corps à ressentir
la joie, la joie d'être en couple, la joie d'être maman, la joie d'être prospère, la joie d'ouvrir un cabinet, la joie de ci, la joie de ça. En fait, si j'enseigne émotionnellement à mon corps il fonctionne avec moi. C'est-à-dire que 100% de ma personne va de ce côté-là. Et quand 100% de ma personne va d'un côté, mais forcément, j'y arrive. Et pour le coup, rien ne m'arrête. Ouais. J'avais lu aussi lié à ça, je sais plus dans quel livre, mais que les gens se rappelaient des personnes qui leur procuraient une émotion positive ou négative, mais en tout cas une émotion forte. Toujours, toujours, toujours. Maya Angelou disait justement, tu as dû voir ce documentaire extraordinaire, L'infinie puissance du cœur, avec justement les amis comment il s'appelle, l'Institut HeartMath en Californie dont je te parlais tout à l'heure. Et Maya Angelou dit, ils ne se souviendront pas de ce que vous avez dit. Ils ne se souviendront pas de ce que vous avez fait. Ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti en votre présence. Ouais, cette phrase est puissante, mais c'est totalement vrai en plus. C'est Clairement, totalement vrai. clairement. C'est, ça fait 1 heure qu'on parle, mais c'est tellement intéressant tout ce qu'on dit. Donc, Ça va, hein. ah non, mais j'adore. Donc, on arrive aux dernières questions, des questions un peu touchy pour la fin. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est, on peut dire, une sorte de religion. Mais pour toi, c'est quoi la limite du développement personnel? Et est-ce qu'il y a une limite pour toi? Toi qui es Euh, justement dans la neuroscience. la limite, c'est de ne pas en faire. Très bonne réponse. Très bonne. 2 phrases pourquoi. On dit que on attribue faussement à Carl Gustav Jung la paternité du développement personnel. Le développement personnel va te dire deviens la meilleure version de toi-même. D'accord? L'individuation, l'accompagnement neuroémotionnel te dit accueille les pires versions de toi-même. Parce qu'en fait, ce qui nous bloque dans la vie, ce sont pas nos défauts, ce sont nos qualités. C'est-à-dire que il y a la fameuse blessure narcissique. On cache des parts de soi parce que d'autres les trouvent inacceptables, mais ça ne veut pas dire qu'elles le sont. Donc, on va jouer un personnage, on va jouer j'ai telle qualité, je suis généreux, je suis machin, je suis truc, je suis chose. Il faut que je sois généreux, il faut que je sois un mec bien, il faut pas que je sois un connard, il ne faut pas que je... Le problème, c'est que le connard, le radin, ça fait partie de moi aussi. Ça fait partie de mon humanité. Et un être émancipé, c'est un être qui, justement, a accueilli, a intégré toutes les parts de lui, y compris les pires. Comme ça, il choisit à quel moment il les montre. Et donc, comme il a accueilli ça, ces parts de lui-même ne vont pas s'extérioriser dans le déni. Tu parlais du serial killer tout à l'heure. Lorsque je n'accueille pas une part de moi, cette part va malgré tout se manifester, mais dans le déni. Et c'est là, en fait, qu'on va vivre des expériences douloureuses, des relations toxiques, typiquement. Ouais. Et ça me fait penser à un exemple que j'avais vu dans une formation que j'avais faite où la fille disait elle a réalisé justement qu'elle était dans le déni de ce qu'elle était vraiment. Par exemple, elle donne l'exemple de l'hypocrisie. Elle disait, quand on lui demandait, qu'on lui parlait de ses valeurs et qu'elle donnait ses valeurs, elle disait, mes valeurs c'est ça, 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 et les valeurs pour lesquelles vraiment je suis contre à 100%, c'est l'hypocrisie, le mensonge, voilà. Et elle dit, donc elle fait aussi beaucoup de travail sur elle, elle essaie de comprendre, voilà, qui elle est, tout ça, jusqu'au jour où quelqu'un lui a dit ce que tu viens de dire. Et elle était contre. En mode, non, moi, les menteurs, les hypocrites, tout ça, je peux pas. Et la personne lui a dit, mais est-ce que tu n'as jamais menti? Est-ce que tu n'as jamais été hypocrite? Et tout en ayant conscience que tu mentais, que tu étais dans l'hypocrisie à ce moment-là. Et en fait, elle réalise que oui, à des moments, pour se sortir d'une situation sans avoir à expliquer par A plus B machin, elle disait par exemple, si quelqu'un m'invite et que j'ai pas envie, juste parce que j'ai pas envie de le voir ce soir, je vais pas lui dire non, j'ai pas envie, mais je vais lui dire non, je peux pas parce que ceci, cela. Enfin, c'est de l'hypocrisie quand même, parce que tu dis pas la vérité. Et en même temps, tu mens. Et elle réalisait que, si, en fait. Et c'est pas forcément être méchante, mais que des fois, c'est juste parce que, t'as pas envie de faire justement du mal à l'autre. Et elle réalisait que, si, en elle avait aussi de l'hypocrisie et aussi du mensonge. Et c'est à partir de là qu'elle s'est dit, en fait, oui, j'ai ce côté lumineux, mais j'ai aussi ce côté sombre. Et il faut faire avec, en fait, parce que c'est moi. Il vaut mieux, parce que ça permet d'être heureux, et puis ça permet aussi d'être pertinent
Si tu te souviens de cette chanson de Goldman, Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, Ouais. tous les fonctionnaires SS, tous les fonctionnaires de la Wehrmacht sont des gens hyper loyaux, sont des gens hyper fiables, sont des gens hyper honnêtes. Tu lui dis de faire, il fait. Mm. Ouais. Et tu sais, un jour, il y a un collègue qui m'a dit, pour exprimer ça, il dit, voilà, l'assassin de ton frère te demande où est ton frère. Tu sais où est ton frère. Mm. Tu mens, tu dis la vérité. Figure-toi que les cimetières sont remplis de gens qui sont morts parce qu'ils avaient un frère qui s'était promis de jamais mentir. C'est clair, c'est puissant. Avant-dernière question, pour justement un thème que tu abordes souvent et tu en as parlé tout à l'heure, la victimisation. À quoi te fait penser cette phrase? Je ne suis pas une victime, je suis une survivante. En créole, on dit bœuf lapin m'a étranglé. Pour toi, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que effectivement il y a une victime et il y a des Évidemment, survivants? évidemment, parce que je ne peux pas être survivante si je suis pas une victime. L'idée, c'est ça. Et c'est ça, en fait, qu'on amène les personnes à déconstruire. Si je me construis une personnalité de survivante, pour survivre, il faut que je sois dans l'adversité. On parlait des problèmes tout à l'heure. Une personne, une survivante, se sent très mal s'il n'y a aucun problème autour d'elle. Okay. Une survivante est une victime. Je suis victime du système, je suis victime d'ennemis autour de moi, mais je vais quand même survivre, ils n'auront pas ma peau. Donc je suis victime, finalement, c'est l'autre qui détermine qui je suis. Le statut de survivante est un statut qui est déterminé par l'autre. Tout statut déterminé par l'autre est une posture victime. Parce que pour le coup, ça, je l'ai entendu sur Instagram et j'avais trouvé ça super intéressant. Et j'ai été voir, parce que je me rappelais plus qui disait ça, et j'ai été voir sur Google, mon meilleur ami, qui avait dit ça. Et en fait, tellement de personnes disent ça, tellement de personnes ont repris cette phrase, et que toi, tu dises, bah ouais, mais en fait, tu restes quand même une victime en disant ça. C'est Clairement. puissant, c'est Clairement. hyper puissant, parce que je pense qu'elles, profondément, elles se disent, non, je ne suis pas une victime. Et pourtant, elle l'est. La posture victimaire, c'est lorsque le dire, le non-dire, l'agir, le non-agir de l'autre détermine mon état interne. Lorsque le dire et le non-dire, l'agir et le non-agir de l'autre ne déterminent pas mon état interne, je suis responsable. Et c'est ça qu'on appelle la liberté. La phrase que je viens de te citer là est du docteur Joe Dispenza, lui aussi, elle aussi. C'est puissant et c'est pas facile, parce que des fois, accepter, c'est faire face à quelque chose de douloureux, la plupart du temps. Je pense que tout le temps, quand on parle de victime, c'est qu'il s'est passé quelque chose de négatif. Et Clairement. c'est dur de se dire, j'assume ce qui s'est passé et je vais de l'avant. Je fais avec. L'idée, c'est que lorsqu'il y a trauma, on a tous entendu parler de stress post-traumatique. On a tous entendu parler de ça. Combien d'entre nous ont entendu parler de croissance post-traumatique? Tu imagines, je me suis spécialisé dans l'accompagnement, dans la formation des professionnels à l'accompagnement des victimes de traumas sexuels. Tu imagines, et je sais que les professionnels tiennent ce discours, tu imagines que quelqu'un qui est victime d'un trauma sexuel, on lui dit d'un viol, d'inceste ou de choses comme ça, ben tu devras vivre avec. Moi, ça ne me convient pas. Tu devras vivre avec, c'est comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. Non, mais s'en sortir, ça veut dire quoi? S'en sortir, ça veut dire se renforcer dans cette épreuve-là, l'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb. La croissance post-traumatique, je me sers de ce qui m'est arrivé, je prends la responsabilité de ce qui m'est arrivé, parce que la responsabilité, c'est dit ce que je ressens. Tant que je me dis pauvre de moi, c'est eux les méchants, c'est moi la gentille victime, c'est eux les méchants bourreaux, je suis dans un traumatisme. Et se relever d'un trauma, et particulièrement d'un trauma sexuel, demande de prendre la responsabilité de ce que l'on ressent par rapport à ce qui s'est passé. L'événement, on ne pourra jamais l'effacer. Tu as été violé par l'oncle Roger à 4 ans, c'est comme ça. Ça ne changera pas, parce que ton passé ne va pas changer. Mais l'expérience, c'est-à-dire la charge émotionnelle que tu mets dessus, ça va changer. Parce que si tu es toujours victime, justement, de l'oncle Roger, tu souffres de vaginisme, de sécheresse, de problèmes gynécologiques, de problèmes de sexualité, de problèmes de couple. Le jour où tu prends ta responsabilité et que tu modifies la charge émotionnelle par rapport à cet événement qui t'est arrivé, là tu retrouves une sexualité épanouie, tu reprends la propriété, la jouissance de ton corps,
Là, tu retrouves la liberté d'aimer, d'être aimé, d'avoir une sexualité épanouie. Mais ça passe par ça. Quitter la posture victimaire pour la posture responsable. Ouais, et que les gens qui nous écoutent fassent vraiment attention à ce que tu dis. Tu ne dis pas que c'est que on balaye l'événement. Non, non, on se fait face à l'émotion. C'est vraiment l'émotion, comme on parlait tout à l'heure. C'est vraiment l'émotion. Travailler l'émotion qu'on a vécue. C'est vraiment ça que tu dis. Très clairement, très clairement. Parce qu'autrement, le système nerveux aura la même réponse émotionnelle face à l'éventualité d'un rapport sexuel. Parce que pour un système nerveux, un rapport sexuel est un rapport sexuel. Que ce soit l'oncle Roger, que ce soit quelqu'un d'autre, ça reste le même rapport sexuel. Et si un rapport sexuel est associé au dégoût, à la honte, à la peur, à tout ce que tu veux, à l'insécurité, ben, du coup, dès qu'il y aura possibilité de rapport sexuel, c'est le système nerveux qui va réagir de la même façon. Il ne va pas raisonner, il va réagir. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que, comme tu le dis, un rapport sexuel est un rapport sexuel, et c'est pour ça que des victimes de viol, des fois, arrivent à avoir des orgasmes, parce que le corps, pour lui, c'est juste un rapport. Absolument, absolument. Voilà. Si on veut travailler avec toi dans le cadre d'une formation ou être accompagné pour un suivi traumatique, comment ça se passe? Alors, ça se passe sur le site romeocournal.com. Que je mettrai bien sûr en commentaire, tout ça. L'essentiel de mes accompagnements se font en ligne. Les formations, alors il y a des formations il y a des ateliers en tout cas que je donne qu'en présentiel. Typiquement, guérir les traumas sexuels, c'est en présentiel. La formation elle-même pour les professionnels, la formation accompagner les victimes de traumas sexuels peut se faire en ligne. Elle est sur mon site. Elle se fait pour la dernière fois à Paris cette semaine en présentiel. Mais sinon, les accompagnements en eux-mêmes commencent toujours par la même séance, la séance de Glitz. Alors, vous avez trouvé ça sur mon site. Le premier entretien qu'il faut qu'on fasse, c'est une Glitz, une grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes pour voir où vous en êtes et pour voir, justement, on va aller chercher ce trauma racine parce qu'encore une fois, le problème que vous avez n'est pas votre problème. Le problème, c'est l'endroit où il se pose, et moi, je ne travaille pas sur les problèmes à l'endroit où il se manifeste, je travaille les problèmes à l'endroit où il se pose. Donc, il faut que j'aille chercher le problème à l'endroit où il se pose. C'est pour ça qu'on commence toujours par ça. Et puis après, derrière, on travaille sur un accompagnement que j'ai appelé neuro-émotionnel express, parce qu'il est express, en fait, en vrai, tout simplement. On n'a pas besoin de passer 2 ans à guérir de ces traumas. Aujourd'hui, la science nous donne des outils qui font que voilà, on se donne le temps, on ne court pas. Mais voilà, il y a 3 programmes en ligne et il y a 6 séances individuelles. Et dans 99% des cas, les 6 séances suffisent. Il y a même des cas où on s'arrête à 4 parce que les objectifs sont atteints. Ok, génial. Dernière question, c'est vraiment la dernière. Je parle. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de transmettre, quel serait-il? On ne devient pas, on se souvient qu'on est. Ouais, je l'adore. Je l'adore. Merci beaucoup, Roméo, pour ce moment. C'était trop bien. J'ai adoré. Je pourrais parler avec toi pendant encore 3 heures, tellement c'est intéressant. J'espère qu'on pourra se voir en live and direct, parce que ça fait quand même 20 ans. Justement, on est très souvent dans des avions, mais pas les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes. Pas les mêmes. Mais on va se voir sur Terre. Je sais pas où dans le monde, mais on va se voir sur Terre. C'est obligé. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à vous qui êtes encore là, de plus en plus nombreux avec cette nouvelle saison en plus. Je suis vraiment contente. Merci pour tous vos messages. Et comme je dis, chaque semaine, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.